Si vous saviez le nombre de personnes qui sont fascinées par les tueurs en série, c'est incroyable. Et en vrai, c'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Voilà, des hommes ou même des femmes qui basculent dans l'horreur et qui tuent parfois que 2-3 personnes, alors que dans d'autres cas, ce sont des dizaines au compteur, voire même des centaines. Et d'ailleurs, souvent, on retrouve le même mode opératoire dans leur façon de tuer, que ce soit un type d'arme, un type de victime, ou même des endroits précis. D'ailleurs, parmi ceux qu'on vous a dégotés, il y en a des très anciens, qui parfois datent d'il y a plusieurs siècles. Alors que pour les plus récents, hélas, eux, ils sont encore de ce monde. Alors oui, rapprochez-vous, vous êtes sur Compte Fécond, vous avez déjà entendu parler de Jack l'Éventreur ou même de Jeffrey Dahmer, mais vous ne connaissez sans doute pas Andrei Chikatilo ou même Javed Iqbal. Pour parler de tous ces tueurs, et il y en a un paquet, on va se servir du principe de l'iceberg. C'est très simple, on va commencer par traiter le sujet en surface avec des meurtriers dont vous connaissez l'existence, mais au fur et à mesure, on va plonger dans les profondeurs, les abysses et finalement les ténèbres de ce que l'humanité a de pire à proposer. Voilà, on va parler de tueurs en série toujours plus sordides, avec des façons de tuer parfois de plus en plus ingénieuses, inhumaines et avec un compteur de victimes qui parfois se met même à exploser. Petit disclaimer d'ailleurs, faut savoir que dès la surface, les choses vont être quand même sensibles, parce qu'on parle quand même de gens qui en ont assassiné d'autres, quoi. Bon, évidemment, si vous êtes sensible, comme là, ça va être très sanglant, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos de la chaîne. Il y en a qui sont très sympas et qui sont quand même vachement glauques aussi. Vraiment. Sur ce, eh bien écoutez, bienvenue dans l'iceberg sur les pires tueurs en série. Et on attaque avec la surface. Jack l'Éventreur. Alors bon, est-ce qu'il est possible de faire une vidéo sur les tueurs en série sans commencer par notre bon Jack l'Éventreur? Enfin bon, on se calme, hein. On remonte déjà aux années 1888 à Whitechapel, qui est un quartier de Londres. Et là, 5 femmes vont être retrouvées mortes selon le même mode opératoire. Et surtout, pour 4 d'entre elles, l'abdomen a été ouvert complètement mutilé. Alors, si d'autres meurtres ont été commis dans la même période, il est quand même difficile de les attribuer au même tueur, un certain Jack l'Éventreur. En plus, est-ce qu'à l'époque, la police est arrivée à mettre la main sur lui? Bien pas du tout. Et ce qui fait sa particularité, c'est que lui, près de 140 ans après les faits, on ne connaît toujours pas son identité, et on ne la connaîtra d'ailleurs sans doute jamais. Jeffrey Dahmer. Alors bon, j'enchaîne aussi avec un autre nom que vous connaissez, au moins parce que Netflix a fait quand même une série sur lui, c'est Jeffrey Dahmer, série qui date de 2022 en plus. Alors lui, il a un surnom et c'est le cannibale de Milwaukee, et il va commencer à tuer en 1978, alors qu'il n'a que 18 ans. Alors, et en plus, il a un sacré compteur de victimes puisqu'il va ôter la vie à près de 17 personnes, tous des hommes, et tout ça sur une période de 13 ans. Alors, s'il se débarrasse de certains corps, il va par contre démembrer la plupart d'entre eux et les garder chez lui avant d'en manger certaines parties. Bon, plus tard, lors de son arrestation, les policiers ont trouvé des parties de corps humains, dont un cœur et des têtes, dans son réfrigérateur, ainsi que des torses immergés dans des tonneaux contenant de l'acide. Et aussi des dizaines et des dizaines de photos de corps avec différents degrés de mutilation. Bon, suite à tout ça, il sera condamné à 16 fois à la perpétuité. Et finalement, Jeffrey Dahmer va mourir à l'âge de 34 ans en prison, après avoir été attaqué par un autre détenu. Tueur du Zodiac. Alors, à la toute fin des années 1968 et en 1969, il se passe un événement assez horrible autour de San Francisco. Parce que plusieurs personnes sont tuées, souvent des couples dans des endroits reculés. Et là, rapidement, et vu le mode opératoire, les autorités concluent qu'une seule et même personne est derrière tout ça. Et là, en fait, pour ce qui est du nombre de victimes, c'est assez variable. Déjà, il n'y a que 5 meurtres qui sont vraiment validés, mais d'autres pensent que le tueur derrière tout ça serait le même et ce serait alors des dizaines et des dizaines de victimes. En tout cas, le tueur lui-même, le tueur du Zodiac, en a revendiqué 37. Mais le plus troublant là-dedans, c'est que le tueur va envoyer plusieurs lettres à la presse de San Francisco en exigeant que ces lettres soient publiées publiquement sous peine de tuer encore plus. Vous voyez, les fameuses lettres en question, c'était ça. C'était un tableau de lettres. Et comme vous le voyez, justement, donc il y a des cryptogrammes. Et s'ils sont déchiffrés, ils dévoilent l'identité du tueur, qui se nomme lui-même Zodiac. Mais alors, est-ce que ces lettres vont être déchiffrées, même après tout le temps? Est-ce qu'il va être arrêté? Pas du tout. En fait, la seule chose qu'on a de lui, c'est juste un portrait robot, celui-là, parce qu'en fait, l'identité du tueur n'a jamais été trouvée. Et personne ne sait s'il est encore vivant ou pas aujourd'hui. En tout cas, cette affaire a eu énormément d'impact dans la culture populaire, même dans différentes séries qui ont popé suite à ça. Il y a eu des documentaires, il y a eu des films, dont par exemple l'excellent Zodiac de David Fincher qui est sorti en 2007. Ed Kemper. Alors pour terminer avec la surface, parce que c'est des tueurs que vous connaissez sans doute, là je vais faire place à une autre personne que vous connaissez peut-être, et c'est Ed Kemper. De son côté, lui, il a le palmarès pas très glorieux de 10 personnes qui ont été tuées de 1972 à 73, donc sur 2 ans. Mais ce Ed Kemper, c'est un personnage très atypique. Il mesurait 2,6 m, 140 kg, et surtout il aurait un QI de 145, qui est quand même très élevé.
La moyenne de la population mondiale, c'est 100, et dès que vous avez 130, eh bien vous êtes considéré comme HPI, haut potentiel. Voilà. Bon, en tout cas, du côté de ce Ed Kemper, avant de commencer à tuer et compagnie, en fait, il aurait été interné dans un établissement psychiatrique. Mais ce n'est qu'à 25 ans où là, il va vraiment partir en couille et il va commencer à assassiner des gens. Mais pas que, il va aussi s'adonner à du cannibalisme ou même de la nécrophilie dans certains cas. Et peut-être le plus glauque dans tout ça, eh bien ça concerne son avant-dernier meurtre, et c'est celui de sa mère. Parce qu'en effet, Ed Kemper va décapiter sa mère avant de lui découper le larynx et le mettre dans le broyeur de l'évier. Donc le truc qui pendouille, pour vous la faire courte, une fois que vous avez coupé la tête. Mais puisque c'était pas suffisant, il se trouve que après avoir décapité sa maman et avoir suspendu sa tête quelque part chez lui, eh bien il s'est mis à jouer aux fléchettes avec, faisant office de cible. Et le lendemain de ça, il va commettre son dernier meurtre avant d'être finalement arrêté. À partir de là, il est logiquement condamné à perpétuité et il croupit d'ailleurs toujours en prison aujourd'hui. Voilà, ok, bon, c'est déjà du joli, mais ce n'est que le début. Est-ce que vous êtes prêts pour entamer les choses encore plus dark qui nous attendent? Eh bien écoutez, c'est parti. On va désormais plonger sous la surface et notamment aborder certains meurtriers asiatiques qui ont terrifié leur pays. Lee Chun-jae. Alors pour attaquer notre niveau sous la surface, là on file en Corée du Sud et plus précisément à Hwaseong. En fait là-bas entre 1986 et 1994, plusieurs femmes sont retrouvées mortes. Elles ont été ligotées, bâillonnées et parfois avec leurs propres vêtements, en portant des marques de Sauf que le problème, c'est que la police sud-coréenne est complètement désemparée. Car, en fait, c'est la première fois qu'une chose arrive de la sorte dans leur pays. En tout cas, récemment, quoi. Bon, à partir de là, les enquêteurs vont ratisser tellement large que plus de 21 000 personnes seront considérées comme suspectes. Ça fait quand même beaucoup. Et il y aura aussi des empreintes de 40 000 autres qui vont être relevées. Bon, le temps passe et en 2003, l'affaire prend un nouveau tournant car là, le réalisateur Bong Joon-ho, qui réalisera plus tard le chef-d'œuvre Parasite, qui était incroyable au cinéma, eh bien avant Parasite, eh bien il va consacrer un film à cette affaire. Le film s'appelle Memories of a Murder et il revient en effet sur l'affaire qui hante encore le pays. Et le film se termine sur un regard caméra soutenu de la part de l'acteur principal. Vous voyez, c'est celui-là. Et ça, c'est un message direct au tueur qui est toujours en cavale ou en tout cas qui n'est pas encore trouvé et qui regarde probablement le film. Sauf que pour trouver le dénouement à cette affaire, il faudra encore attendre 16 années après la sortie du film, ou 25 ans après le dernier meurtre recensé. À ce moment-là, on est en 2019, et c'est grâce à de l'ADN que la police sud-coréenne va enfin identifier le tueur, qui est un certain Lee Chun-jae. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il est déjà emprisonné à perpétuité pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur. Et il finira par avouer avoir tué 14 personnes en tout, mais aussi 30 viols et tentatives de viol. Mais tout ça, façon de parler, ça ne servira à rien parce que tous ces crimes avaient plus de 25 ans lors des aveux et du coup, c'est tombé sous le coup de la prescription en Corée du Sud. Mais cela dit, ça n'a pas changé grand-chose dans son cas parce qu'il était déjà condamné à perpétuité. Angel Resendiz. Là, on retourne aux États-Unis pour notre prochain serial killer, connu sous le nom de tueur des voies ferrées. Alors Resendiz, lui, c'est un Mexicain qui a immigré à plusieurs reprises de façon illégale aux États-Unis et qui va à plusieurs reprises se faire arrêter et expulser, sauf que le gars est coriace, il revient à chaque fois. Il veut vraiment aller aux States. Et là, à 27 ans, il bascule et il commence à tuer. Déjà, c'est un couple dans un premier temps, puis une autre personne un peu plus tard. Et après une dizaine d'années de pause, et alors qu'il a 38 ans, il va passer à l'étape supérieure en tuant plusieurs personnes et dont il va laisser les cadavres près des voies ferrées. Mais le pire aussi, c'est qu'il continue à enchaîner les expulsions vers le Mexique. C'est-à-dire qu'il est toujours acharné, il veut aller aux États-Unis, mais il se fait prendre et il se fait ramener au Mexique, et voilà, tout ça plein de fois. En tout cas, en tout, on estime qu'il aurait tué plus de 16 personnes, et là, alors que la panique commençait vraiment à s'emparer du pays, eh bien une véritable chasse à l'homme a débuté. À partir de là, Resendiz entre dans le collimateur du FBI jusqu'à entrer dans la liste des criminels les plus recherchés du pays. Et puis finalement, Resendiz se rendra après plusieurs semaines de cavale. Je veux vous demander de me pardonner si le cœur vous en dit, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je sais que j'ai laissé le diable dominer ma vie, et je remercie Dieu d'avoir eu de la patience avec moi. Je vous demande simplement de me pardonner, et de demander au Seigneur de me pardonner d'avoir permis au diable de me tromper. Et puis finalement, Resendiz sera mis à mort en 2006 aux États-Unis, dans le pays qu'il a toujours voulu rejoindre, donc voilà, c'est fait, et ce sera par injection létale alors qu'il a 46 ans. Shi Wei-jung. Alors pour notre prochain tueur en série, là, tout va aller très vite. Bon, déjà, je vous emmène en Chine, plus précisément dans le canton de Tonghua, et là, un certain Shi Wei-jung va commettre une boucherie à l'aide d'un couteau. La raison derrière, une vengeance pour les humiliations qu'il a subies de la part de la société. Il va alors tuer 12 personnes en seulement 5 jours, dont 4 de la même famille.
Là, rapidement, une chasse à l'homme se met en place. Près de 2000 policiers et 12 000 civils vont se mettre à traquer le meurtrier. Oui, il y a aussi des civils qui se mettent dans l'affaire, oui, c'est la Chine. Et finalement, il va être retrouvé le lendemain de son dernier meurtre, alors que là, il était en train de blesser 3 personnes. Et tout ça se passe en 2006, donc finalement c'est assez récent. Et d'ailleurs c'est l'un des derniers tueurs en série que la Chine ait connu jusqu'à maintenant. Ce qui peut paraître d'ailleurs un peu étonnant effectivement parce qu'ils sont quand même plus d'1 milliard. Mais bon, en tout cas après avoir été arrêté, Shi Wenjung sera condamné à mort et exécuté quelques semaines plus tard. Michel Fourniret. Et bien là, on termine notre niveau sous la surface dans ce charmant petit pays qui s'appelle la France. Et là, avec un certain Michel Fourniret, dont vous connaissez peut-être déjà le nom. Parce que lui, c'est en 1987, alors qu'il est âgé de 45 ans, qu'il va commettre son premier meurtre. Sauf qu'il va le faire avec sa femme qui s'appelle Monique Olivier. Et ce meurtre, ça va être le premier d'une longue série qui va s'étaler sur près de 16 ans. Parce que 16 ans plus tard, on est alors en 2003, et là, une petite fille vient d'être enlevée par Fourniret dans sa camionnette, sauf qu'elle réussit à s'échapper. À partir de là, la police va pouvoir remonter jusqu'à sa trace avant de comprendre que là, toutes les affaires de disparition qui avaient lieu durant ces 16 années, sont liées autour de la même et unique personne, ce Michel Fourniret. Et finalement, il va avouer 11 meurtres, donc que des femmes qui auront souvent entre 12 et 20 ans. D'ailleurs, sa plus jeune victime s'appellera Estelle Mouzin, elle n'avait que 9 ans. D'ailleurs, si vous êtes né au début des années 90, le visage de cette petite fille, du coup, vous dira peut-être quelque chose, c'est celui-là. En tout cas, Michel Fourniret sera condamné à perpétuité et il va mourir à 79 ans de problèmes de santé en prison. Et sa femme, Monique Olivier, sera également condamnée à perpétuité pour complicité dans 3 meurtres commis par Michel Fourniret. Mais de son côté à elle, elle continue d'être interrogée, comme par exemple en décembre 2023, là c'est très récent, car en fait la justice espère qu'elle pourra donner des indications sur certains corps qui n'ont pas encore été retrouvés. Je reconnais tous les faits et je demande pardon, tout en sachant que c'est impardonnable tout ce que j'ai fait. Je regrette tout ce qui s'est passé, mais j'ai rien d'autre à ajouter. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le corps de ces femmes n'ont toujours pas été retrouvés, d'ailleurs ne le seront sans doute jamais, vu que elle est maintenant la seule à savoir où il se trouve. Si elle veut pas parler, voilà. Ok, on va maintenant descendre d'un niveau dans les profondeurs pour parler là d'un tueur qui avait visiblement eu sa rédemption, ou même le pire tueur en série de l'histoire de la Chine. Jacques Unterweger. On attaque nos profondeurs là avec un personnage qui a eu une trajectoire très très spéciale, un certain Jack Unterweger. Parce que après une enfance chaotique, Unterweger va faire pas mal d'allers-retours en prison entre ses 16 et 24 ans. Pour vol, braquage, enlèvement et vol. Sauf qu'à 24 ans, il va encore plus loin en tuant une certaine Margaret Schaeffer. À partir de là, il sera condamné à perpétuité. Sauf que si je vous parle de lui là, c'est parce qu'il n'a pas purgé toute sa peine. Parce qu'à partir de là, Unterweger va commencer une véritable rédemption. En fait, il va apprendre à lire en prison et publier un roman autobiographique qui va avoir un petit succès. Et puis Unterweger va alors commencer à avoir des sympathisants. Mais je parle pas de sympathisants anonymes qui lui envoient des petites lettres par-ci par-là. Non. Là, je parle d'écrivains, de journalistes, même de figures politiques qui vont être un peu fans, quoi. Et parmi toutes ces figures qui sont un peu fans de lui, il y a une certaine Elfriede Jelinek, qui sera quand même futur prix Nobel de littérature. Et voilà, le temps passe, et après 15 ans de tôle, Unterweger a purgé sa peine et il est libéré à 40 ans alors. Et puis là, son ascension médiatique, on va dire, continue. Il est invité sur des plateaux de télé, à la radio, pour parler de sa rédemption. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. Et 1 an après sa libération, une série de meurtres vont avoir lieu en Autriche, en plus d'un meurtre en Tchécoslovaquie. Il se trouve que toutes les victimes sont des prostituées qui ont été étranglées avec leur propre soutien-gorge. Ce qui est assez étrange puisque c'est aussi comme ça que Unterweger a tué sa première victime quand il avait 24 ans. Bref, là dans la foulée, alors qu'il est à Los Angeles pour faire un reportage, 3 prostituées sont tuées à Los Angeles avec le même mode opératoire. Alors à partir de là, ça commence à faire un peu beaucoup pour les autorités autrichiennes, qui vont vouloir l'arrêter lui, mais ils n'arrivent pas à mettre la main sur lui. Mais bon, quelques mois plus tard, il est chopé à Miami et là il est extradé en Autriche. Du coup, Unterweger sera à nouveau condamné à perpétuité, mais il va se suicider quelques heures après le verdict en se pendant. Ricardo Ramirez. Là, on retourne aux États-Unis pour un nouveau tueur, un certain Ricardo Ramirez, plus connu sous le nom de Richard Ramirez. Alors bon, si vous êtes fan de la série American Horror Story, peut-être que son nom vous dira quelque chose, car en fait, il est à l'honneur dans la saison 9, sortie en 2019. Je le dis comme ça, quoi. Et bon, une fois n'est pas coutume, Ramirez n'a pas eu une enfance rêvée, loin de là. En fait, il est exposé très très tôt à la violence et à la pornographie, avant d'être interné un peu plus tard dans un établissement pour mineurs. Alors, ça aurait pu s'arrêter là avec des petits délits, mais Ramirez va prendre une toute autre voie en 1984, alors que là il a 24 ans, où il commet son premier meurtre. Ce sera celui d'une petite fille de 9 ans qu'il va poignarder.
À partir de là, c'est le début des horreurs perpétuées par celui qu'on appellera The Night Stalker. Le gars, il va terroriser San Francisco, Los Angeles et globalement en fait toute la Californie. Les gens ne seront plus sécures, déjà qu'il était peut-être moyennement du coup à ce moment-là, mais avec un tueur qui se balade on ne sait pas où, la nuit, vraiment, ça fait flipper. Alors, sans rentrer dans les détails, Ramirez bascule dans une violence de plus en plus poussée lors des autres meurtres. Parfois, il tue juste les gens, hop, ni vu ni connu, et à d'autres moments, il va se livrer à des mutilations abominables. Mais bon, 1 an après les premiers meurtres, il va laisser des pentagrammes sur certaines scènes de crime, directement sur les victimes ou sur le mur. Et là, au fur et à mesure que l'enquête avance, les autorités diffusent un portrait robot de Ramirez, sauf qu'il faudra attendre de longs mois pour qu'il soit enfin arrêté. Le procès de Ramirez va être titanesque et ne commence que 3 ans après son arrestation, le temps de rassembler toutes les preuves. Il va durer plus d'1 an, ce qui en fait un des procès les plus chers de l'histoire des USA concernant une affaire de meurtre. Finalement, à 29 ans, Ramirez est reconnu coupable des 43 chefs d'accusation retenus contre lui. 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Mais on estime qu'il a fait plus de victimes que ça. Bon, finalement, il sera condamné à mort par chambre à gaz, sauf que entre le moment où on lui dit « Ok, toi on va te buter, tu vas être condamné à mort » et le moment où il sera vraiment tué, il peut s'écouler 20 ans ou plus. Sauf que, entre-temps, il va vieillir et il décédera naturellement à 53 ans des suites d'une maladie, en tôle. Camargo Barbosa. La direction la Colombie pour parler de Daniel Camargo, qui, comme beaucoup d'autres tueurs en série, n'a pas eu une enfance incroyable, qui a été rythmée par des abus et des violences en tout genre. Cependant, il va pas faire trop parler de lui, jusqu'à ce qu'il ait 28 ans, et où là, pour la première fois, il sera arrêté pour vol. Mais sa vie va basculer pour de bon quand il va tomber amoureux d'une certaine Esperanza, qui, détail important quand même, n'est pas vierge, ce qui va quand même grandement contrarier Camargo, qui a un idéal de la pureté bien à lui en tout cas. Alors, Esperanza va alors lui proposer un deal très bizarre, qu'il reste avec elle, en échange qu'elle lui trouve des jeunes filles vierges qu'il va pouvoir violer. À partir de là, la 5e victime de vol va aller voir les autorités et le couple sera arrêté et emprisonné. Là, le temps va passer et 8 ans après, en tôle, Camargo est libéré. Au début, ça semble aller, il ne fait plus parler de lui, sauf qu'il va finir par kidnapper, violer, mais surtout tuer pour la première fois une jeune fille. À partir de là, pas très malin, il va se faire attraper, il va retourner en prison. Sauf que personne ne sait exactement combien il a véritablement violé et tué de jeunes filles. En plus de ça, Camargo va réussir à s'échapper de tôle et se réfugier en Équateur. Là, vous voyez sur la map, l'Équateur et puis la Colombie, c'est quand même un peu à côté. Et à partir de là, en Équateur, les disparitions d'enfants vont s'enchaîner. En fait, faut vous dire, mais entre 1984 et 86, on estime que Camargo a commis une 50aine de viols et de meurtres, qui, dans un premier temps, sont mis sur le dos des gangs. Ça fait bon dos pour les gangs. Et si la police, du coup, ne voyait pas le lien entre tout ça, c'est tout simplement parce que la police, du coup, de l'Équateur, à ce moment-là, se disait que c'était pas possible qu'une seule personne puisse commettre autant de meurtres, quoi. Mais si, manifestement. Sachant que le mode opératoire de Camargo est très simple, il trouve des jeunes filles sans défense, il les aborde en leur demandant son chemin pour aller dans une église un peu plus loin, et en leur promettant de l'argent si elles l'aident. À partir de là, la suite, des viols et des meurtres dans des bois, dans des forêts, et la plupart du temps à l'abri des regards. Et leurs corps sont tout simplement laissés sur place. Au bout d'un moment, Camargo finit quand même par être arrêté et là il avoue avoir tué 72 jeunes filles rien qu'en Équateur. Et là plus tard, les autorités, grâce à ces indications, ont pu retrouver certains corps qui ont d'ailleurs été retrouvés complètement tailladés ou démembrés pour la plupart. Là, il sera emprisonné dans la prison de Quito, qui se trouve toujours du coup en Équateur, avec un certain Pedro Alonso Lopez, dont je vous parlerai d'ailleurs plus tard dans cette vidéo. Et il sera tué par un certain Giovanni, qui était l'un des membres de la famille d'une des victimes. Bon, en tout cas, s'il est impossible de savoir combien de victimes il a vraiment tué, si on se base juste sur ses paroles, il y aurait eu entre 72 et 150 assassinats dont il est responsable. Yang Xinghai. Pour terminer nos profondeurs, avant d'aller plus loin, on retourne là en Chine pour parler du pire tueur en série de l'histoire du pays. Rien que ça. Si on met de côté quand même un certain Liu Pengli qui aurait tué des gens, mais c'était il y a plus de 2000 ans. Donc voilà, à part lui qui est quand même très ancien. Et le gars dont on va parler là, dans cette partie, c'est un certain Yang Xinghai qui va quitter le foyer familial à 17 ans pour travailler comme ouvrier à travers toute la Chine. Mais il sera condamné pour vol avant d'être emprisonné un peu plus tard pour tentative de viol. Bon, bien des années plus tard, alors qu'il aura 31 ans, il sera libéré, et là, sans aucune explication, il va basculer dans une violence inouïe. À partir de là, le bilan de Xinghai est atroce. En 3 ans, il va blesser gravement une dizaine de personnes, en violer une vingtaine, mais surtout en tuer 67 très exactement.
Et la majorité du temps, il commet plusieurs meurtres en même temps, car en tout, il y aurait 26 incidents reportés. Donc voilà, il a fait une pierre 2 coups, une pierre 3 coups parfois, quoi. Et parfois, même, il aura fait une pierre 5 coups, puisqu'il aura pu tuer 5 personnes à la suite le même jour. À partir de là, il sera recherché dans plusieurs provinces du pays, et il sera finalement arrêté 3 mois après son dernier quintuple homicide, celui dont je vous ai parlé. Et là, contrairement à plusieurs tueurs dont on a parlé jusqu'à maintenant, Xing Hai n'éprouvait absolument aucun regret concernant ses actes. Quand je tuais des gens, j'éprouvais un certain désir. Ça m'inspirait en tuer plus. Je m'en fous s'ils ont le droit de vivre ou pas, ce ne sont pas mes affaires. Je n'ai aucune envie de faire partie de la société, elle ne m'intéresse pas. Et il sera finalement mis à mort à l'âge de 35 ans par un peloton d'exécution. Bon, ok, je vous propose maintenant de descendre encore d'un cran pour plonger dans les grandes profondeurs, où là on parlera notamment du pire tueur en série français des dernières décennies, mais aussi d'un médecin qui a complètement sombré dans la barbarie. Ivan Keller. Pour attaquer là les grandes profondeurs, on retourne en France pour parler du tueur en série le plus prolifique de l'histoire récente de notre pays. Et là, direction d'ailleurs la plus belle région de France, enfin, selon certains, beaucoup moins pour d'autres, l'Alsace, où Ivan Keller va grandir dans la violence et dans les vols. Et puis bon, voilà, dans ce milieu pas ouf, il arrive à l'adolescence, où il a une petite réputation dans le milieu du banditisme, avec pas mal de faits d'armes quand même, voilà, son CV est un peu chaud, quoi. Et là, à 22 ans, suite à un vol fait avec une violence inouïe, il va être emprisonné pendant plus de 6 ans. Et à partir de là, on avance dans le temps. Nous sommes alors au début des années 1990. Keller a la trentaine. À partir de là, il est nouveau libre. Et c'était peut-être pas le bon move parce que il va basculer vraiment dans l'horreur. En fait, pendant plusieurs années, autour de Mulhouse, regardez, c'est quand même sympa comme ville Mulhouse. C'est quand même très sympa. Bon, bref, à Mulhouse, de nombreuses personnes très âgées, dans la majorité des cas, vont être retrouvées mortes dans leur lit. Et en fait, tout laisse à penser que c'est de mort naturelle. D'ailleurs, c'est ce qui sera écrit dans les certificats de décès. Sauf que voilà, dans certains cas, les proches remarquent qu'il manque de l'argent ou des objets de valeur dans la maison. Donc, il y aurait sans doute eu un cambriolage. Et d'ailleurs, de 1991 à 2000, plusieurs morts de ce type vont être répertoriées. Et puis d'un coup, plus rien. Là, il faudra attendre 2006 pour que Ivan Keller soit dénoncé. Et quand la police commence à creuser, déjà, elle tombe des nues puisque on est très très loin des 2-3 cambriolages. Ivan Keller était un monsieur tout le monde. Plus sympa que pas sympa, c'était un bon mec. Il portait des godillots de cuir en hiver, des patogas en été. Sa femme était discrète, souvent tête baissée et habillée très classique. Le couple recevait peu, mais Ivan Keller était assez loquace, très sensible aux animaux, et il avait été très malheureux quand sa chienne est décédée. Là, lors de son interrogatoire, Keller va expliquer comment il a cambriolé des dizaines de maisons et comment il a tué par asphyxie les propriétaires des lieux. D'ailleurs, concernant son nombre de victimes, c'est quand même un sacré casse-tête. Du côté de la justice, il sera mis en examen pour 5 meurtres, mais lors de son auditoire par la police, quand on lui demande de donner un chiffre à peu près du nombre de ses victimes, il déclare 150. Bref, quelques jours plus tard, alors que le procès est loin d'avoir commencé, Keller se suicide dans sa cellule au sous-sol du tribunal de Mulhouse. Et par la suite, 23 autres assassinats seront attribués à Keller. D'ailleurs, on le soupçonne même d'en avoir commis plus de 40, ce qui est quand même loin des 150 qu'il a annoncé lui-même. Cleveland Torso Murderer. Là, on retourne aux États-Unis pour parler de Cleveland Torso Murderer. Et si vous avez des petites notions d'anglais, vous voyez peut-être où on se dirige, parce que là, déjà, c'est dans les années 1930, près de Cleveland, donc, où plusieurs corps vont être retrouvés. Et là, quand je dis corps, c'est quand même un bien grand mot, parce que pour ce qu'il en reste, ce sont globalement que le torse ou un semblant de tronc, d'où le nom qu'on a donné au tueur. D'ailleurs, les corps ont été démembrés, décapités, et pour les corps masculins, la plupart ont été castrés. Les parties intimes, quoi. Mais on retrouve aussi des traces d'acide et de brûlures qui font que c'est un enfer de les identifier et même globalement, à vrai dire, c'est très compliqué, voire impossible. On ne sait pas qui étaient ces gens. Mais en tout cas, sur les 12 victimes attribuées à ce meurtrier, seules 3 sont identifiées, qui veut dire que c'est quand même très peu, tellement elles étaient un tas de chair, quoi, en fait. Et à l'époque, les tests ADN, ça n'existait pas, c'était presque il y a 100 ans. D'ailleurs, à l'époque, c'est un certain Elliot Ness qui est chargé de l'affaire. D'ailleurs, pour info, j'en ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne Poisson Fécond. Vous voyez, c'était celle-là. Voilà. Je vous rappelle, on n'est pas sur Poisson Fécond, on est sur Conte Fécond, là. Ok, ça parle d'horreur, ça va loin. Bon, en tout cas, s'il y a quelques suspects sérieux, le véritable auteur, meurtrier, ne sera pas identifié. On ne le trouvera jamais. Un peu comme le tueur du Zodiac. Et d'ailleurs, en plus des 12 victimes associées à le meurtrier, une dizaine d'autres pourraient lui être imputées parce que les corps ont été retrouvés avec à peu près le même état. Grim Sleeper. Là, on reste aux États-Unis pour parler de notre prochain tueur, Lonnie David Franklin Jr., plus connu sous le nom de Grim Sleeper, et qui pourrait se traduire par le dormeur lugubre. Et vous allez d'ailleurs vite comprendre pourquoi il a ce petit surnom. Vous connaissez à comprendre un peu la recette. Comme beaucoup d'autres tueurs, il va pas commencer directement à tuer. Il va partir sur des trucs glauques, mais plus petits, en commençant notamment en violant une jeune femme, alors qu'à ce moment-là, il est en Allemagne avec l'armée américaine. De retour aux États-Unis, là, il sera impliqué dans des affaires de vol, des coups et blessures et d'autres agressions.
région. Et au début de l'année 84, une série de meurtres va avoir lieu dans Los Angeles. Là, la police comprend rapidement qu'ils ont affaire à un tueur en série. Et 4 ans plus tard, eh bien, on a jusqu'à une vingtaine de meurtres qui sont attribués à ce même tueur, qui serait donc le fameux Grim Sleeper. À partir de là, ça décolle. Il y a énormément de policiers qui sont mobilisés. Il y a des primes qui sont mises en place en échange d'informations. Sauf que ça n'avance pas des masses. Et puis à un moment, plus rien. Les meurtres s'arrêtent sans aucune raison. Et en fait, le Grim Sleeper va disparaître des radars pendant près de 12 ans. Mais 12 ans après, au début des années 2000, les meurtres redémarrent. Et à partir de là, le Grim Sleeper sera arrêté, mais pour une autre affaire. Et vu qu'à l'époque, en fait, le prélèvement ADN n'était pas automatique, ça n'a pas été rattaché au meurtre d'avant. Donc en fait, à ce moment-là, il n'a pas été arrêté et du coup, toujours en liberté, il a pu continuer à tuer. Mais au bout d'un moment, quand même, grâce à l'ADN familial, il va être suspecté et on va finir par le retrouver grâce à de l'ADN qui traînait dans un resto de lui. Voilà. Et là, bingo, grâce à ça, le tueur en série est appréhendé et à partir de là, la police va officiellement lui attribuer les meurtres qu'il a pu commettre pendant toutes ces années. Les procureurs ont mis en évidence un schéma. Dans de nombreux meurtres, Franklin cible des femmes, pour la quasi-totalité noires, qui se trouvent dans la rue et qui consomment de la drogue ou se prostituent. Il en aurait agressé certaines sexuellement, et pour d'autres victimes, il leur aurait tiré dessus depuis le siège conducteur, avant de jeter les corps dans une ruelle en les recouvrant de matelas, de débris ou de déchets. 2 des victimes ont été étranglées à mort et certaines ont été poignardées. À partir de là, le Grim Sleeper va être reconnu coupable de 10 meurtres, mais on va lui en attribuer beaucoup plus. Pratiquement en fait une trentaine, vu son mode opératoire et le lieu de certains meurtres. D'ailleurs, on le soupçonne aussi d'avoir tué d'autres personnes loin de Los Angeles, mais c'est malheureusement compliqué là à prouver. Là, il va être condamné à mort, sauf que il va mourir en prison entre-temps, de cause naturelle, à l'âge de 67 ans. Harold Shipman. Retournons au Royaume-Uni là pour notre prochain tueur en série, qui va être là beaucoup plus meurtrier d'ailleurs que Jacques l'Éventreur. Alors vous savez, on peut classer les tueurs en série en plusieurs catégories. Alors on en a vu plusieurs au cours de la vidéo, sauf qu'il y en a une qu'on n'a pas encore abordée, et ce sont en gros toute la profession médicale, les médecins, les infirmiers, comme un certain Harold Shipman. Et Shipman, lui, c'est un toubib, il est médecin. Il se trouve que dans les années 90, bizarrement, mais beaucoup de patients à l'hôpital vont commencer à mourir pendant les moments où Shipman, comme par hasard, est en service. Vraiment, alors que des gens meurent à l'hôpital, ça arrive plus que ailleurs, mais néanmoins, là, il y en a quand même beaucoup, quoi. À partir de là, on trouve ça louche, ça va éveiller les soupçons, et il y aura une première enquête qui sera ouverte. Mais ça ne donnera rien. Là, un peu plus tard, c'est un chauffeur de taxi qui s'inquiète de la disparition de beaucoup de ses clients, qu'il déposait à l'hôpital, et qui pourtant avait l'air en forme. Pourtant, il ne ressortait jamais. Et évidemment, derrière tout ça, c'est Shipman qui est à l'œuvre, et ce ne sont pas juste des disparitions, mais des meurtres. Sauf qu'à un moment, il fera l'erreur de trop en tuant une certaine Kathleen Grundy, sa toute dernière victime. Parce qu'en effet, un faux testament va apparaître indiquant qu'une somme de pratiquement 400 000 livres doit revenir à Shipman. Et il se trouve que la fille de la victime, qui a eu le bon goût d'être avocate, doute quand même de l'authenticité du testament. C'est quand même assez louche. Harold Shipman va alors être arrêté et rapidement, on retrouvera chez lui la même machine à écrire qui a été utilisée pour rédiger le testament. Après autopsie du corps de Kathleen Grundy, on a retrouvé des traces de diamorphine. C'est comme ça que Shipman a opéré. Il injectait des doses mortelles de diamorphine qui, grossièrement et comme de l'héroïne, à ses patients, avant de falsifier les dossiers médicaux invoquant diverses maladies. Sauf qu'après avoir été attrapé et après une enquête plus approfondie, Shipman va être reconnu du meurtre de 15 femmes par injection létale de diamorphine. Il se trouve qu'en tout cas, toutes les victimes avaient entre 57 et 81 ans et il a commis ces meurtres, lui, de 95 à 98. Alors 3 ans, quoi. À partir de là, logiquement, il sera condamné à perpétuité. Sauf que tout ça n'est que la face visible de l'iceberg. Car on estime en fait qu'il aurait commis des meurtres sur pratiquement plus de 20 ans et qu'il aurait tué entre 250 et 300 personnes. À partir de là, on l'a surnommé le Dr Death ou encore même l'ange de la mort et il va finir par se suicider comme d'autres tueurs dont on a déjà parlé. Il aura alors 57 ans et il sera retrouvé pendu dans sa cellule en emportant avec lui le nombre exact de victimes qu'il aurait tuées. Même si de son côté, il a toujours nié avoir commis tous ces meurtres. Voilà en tout cas pour les grandes profondeurs. Laissez-moi vous dire que nous allons désormais nous enfoncer un peu plus dans l'inhumanité avec les abysses. Et où là, malheureusement, les enfants seront un peu plus des cibles privilégiées. Tsutomu Miyazaki. On commence l'étage de nos abysses, l'avant-dernier d'ailleurs, en allant au Japon pour parler de Tsutomu Miyazaki. Et en fait, lui, il s'est plus illustré par une horrible façon de faire que par le nombre de victimes. Parce que il n'aurait tué, entre guillemets, que 4 personnes. En tout cas, Miyazaki va commencer ses horreurs en août 1988, le lendemain de ses 26 ans. Est-ce que ça a un lien ? Probablement pas. Et il va d'abord enlever une certaine Marie Kono, qui elle est une petite fille de 4 ans seulement. Et en fait, il va la tuer avant d'abuser d'elle une fois morte.
Là, Miyazaki va ensuite brûler une partie de ses os et en garder une autre partie, pour aussi d'ailleurs envoyer les restes à ses parents sous une fausse identité pour brouiller les pistes. Bon, quelques semaines plus tard, c'est une certaine Masami Yoshizawa, qui est une petite fille de 7 ans qu'il croise malheureusement sur son chemin. Et là encore, il va tuer la petite fille avant de s'adonner à de la nécrophilie. Le temps passe encore, 2 mois plus tard, c'est une certaine Erika Namba qui aura elle 4 ans qui connaîtra le même sort. Et là, une nouvelle fois, il va envoyer un petit quelque chose macabre à la famille de la victime. Sauf que cette fois-ci, ce sera un collage avec des mots découpés dans des magazines. Et si on reprend mot pour mot, c'est écrit Erika, rhume, toux, gorge, repos, mort. Finalement, la 4e et dernière victime sera Ayako Nomoto, âgée de 5 ans. Mais pour cette dernière, là on monte d'un cran dans l'horreur puisque après l'avoir tuée et abusé d'elle une fois morte, il va la photographier mais également la démembrer, allant même jusqu'à boire son sang et manger une partie de sa chair. Et là, il va dans un premier temps éparpiller les morceaux de sa dépouille à plusieurs endroits avant de les récupérer pour les garder de façon sûre chez lui. Et là, quelques semaines après son dernier meurtre, lui, il est lancé, il va tenter d'enlever une autre petite fille, mais il sera heureusement stoppé par le père de cette dernière avant que la police ne l'arrête. Son appartement sera ensuite fouillé et on y retrouvera des photos et des vidéos de ses victimes, ainsi que des restes de 2 d'entre elles. Là, en 1990, un très long procès va commencer, car pour certains, Miyazaki est instable, voire même schizophrène, alors que pour d'autres, il était conscient de ses actes. En tout cas, il va falloir de longues et longues années, 7 ans exactement, pour que la sentence tombe, ce sera la peine de mort. Sauf qu'il faudra encore attendre 11 années supplémentaires, soit en 2008, pour que Tsutomu Miyazaki soit mis à mort, clôturant cette affaire qui avait terrorisé le pays pendant des années. Joseph Vacher. Alors là, on retourne en France et on remonte surtout dans le temps, à la fin des années 1800. Et là, je vous parle peut-être du tout premier tueur en série français recensé, un certain Joseph Vacher. Là, il faut remonter précisément en 1869, où Vacher voit le jour au milieu d'une quinzaine de frères et sœurs. Et en fait, rapidement, lui, il va se montrer assez violent et cruel, que ce soit envers ses frères et sœurs, mais également avec les animaux. Et à l'âge de 14 ans, et même s'il est impossible de le prouver, il a vraisemblablement commis son premier meurtre sur un enfant de 10 ans. Bon, par la suite, il tentera de rejoindre l'armée, mais il sera recalé. À partir de là, il va aussi subir, on va dire, les premiers examens psychologiques. Ça valait ce que ça valait à l'époque. Mais à partir de là, on va le soupçonner d'être mentalement plutôt malade. En parallèle, suite à une MST, Joseph Vacher va se voir enlever une partie d'un de ses testicules. Et d'ailleurs, à la suite, il va tenter de se suicider à plusieurs reprises. Ça allait vraiment pas pour lui. Et lors de sa dernière tentative de suicide, manquée donc, il va gravement se blesser à la tête, ce qui va le rendre sourd d'un côté et va lui laisser un œil rouge. Il va faire alors un petit séjour dans un asile, et là, Vacher va commettre le premier meurtre, en tout cas qu'il va avouer plus tard. Et il aura alors 25 ans. Et ce sera le début d'une très longue série, en juste quelques années. Et là, celui qu'on va surnommer plus tard le tueur de bergers va commencer à terroriser la région sans qu'on sache qui est derrière toutes ces tueries. Et d'ailleurs, Vacher opérait toujours de la même façon. Vacher recherche et guette des jeunes filles ou des jeunes garçons isolés, tels des bergers et les bergères. Une fois sa victime trouvée, il se jette à sa gorge, qu'il serre d'abord par strangulation et qu'il sectionne ensuite rapidement avec le rasoir qu'il porte toujours sur lui. Une fois morte, il lui fait subir des mutilations diverses, éventration, section des seins, section des testicules, puis au comble de l'excitation, il frappe de nouveau et au hasard le cadavre déjà mutilé, avant de consommer le forfait par le Alors, avec le temps, des témoins se font connaître, et là, on cherche alors à l'époque un vagabond qui a une cicatrice ou une rougeur sur l'œil droit. Voilà, c'est ce qu'on savait de lui à ce moment-là. Bon, quelques années plus tard, alors qu'il a 28 ans, Vacher tente d'agresser une fermière, mais son mari et 2 autres personnes arrivent à l'immobiliser avant qu'il soit arrêté. Là, avec sa particularité physique, les autorités commencent tout doucement à faire le rapprochement, et là, ils arrivent à relier tous les meurtres à lui. À partir de là, il est cuit, il le sent, et il va avouer alors les 11 meurtres, mais personne n'est dupe, en fait, il y en a beaucoup plus. Parce qu'en effet, il est soupçonné d'avoir tué plus d'une 50aine de personnes. Et là, à l'âge de 29 ans, Vacher va alors être condamné à mort. Quelques semaines plus tard, il sera guillotiné avant que son corps soit disséqué. Les gars, à l'époque, ça ne traînait pas, quoi. Hop, condamné à mort, n'a pas de temps à perdre. Et s'il a été disséqué, en tout cas, c'est parce que les médecins de l'époque ont voulu comprendre ce que pouvait cacher son cerveau. Est-ce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui pouvait expliquer, cette folie? Mais ils n'ont rien trouvé. Andrei Chikatilo. Pour notre prochain tueur, là, on file dans un pays dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent. Alors que pourtant, très sympa, la Russie. Et là, on remonte à l'époque où c'était encore l'URSS. On était alors en 1936, l'année où Andrei Chikatilo est né. Là, le jeune Chikatilo a une enfance compliquée qui est marquée par les famines. Pour info, si ça vous intéresse un petit peu le background de tout ça, je vous renvoie sur ma longue vidéo sur la vie de Staline, donc l'ex-boss de l'URSS qui est sorti sur la chaîne Poisson Fécond, une pépite. Et là, au moment de l'adolescence, Chikatilo découvre qu'il souffre d'impuissance, ce qui fait que il est très mal à l'aise avec les filles.
Bref, il va ensuite rejoindre l'armée avant de se reconvertir comme ingénieur en communication dans la ville de Rostov, où il va se marier et où il aura même 2 enfants. N'allons pas trop vite. Parce que justement, comment fait-il ? Eh bien, vu qu'il souffre d'impuissance, eh bien, ça a été pour lui plus compliqué que prévu. Là, préparez-vous à un petit peu de poésie. En fait, Chikatilo éjaculait sur ses mains, puis il poussait son sperme à l'intérieur du vagin de sa femme avec ses doigts. Cela dit, ça a marché. Après, voilà, c'est une sorte d'insémination artificielle, quoi, d'une certaine manière. Mais bon, vous l'avez sans doute compris, à cette impuissance, sinon j'en aurais pas parlé, ça va être le point de bascule pour Chikatilo, qui va alors multiplier les agressions sexuelles avant de passer à l'étape supérieure. Et là, il va alors commettre son premier meurtre alors qu'il a 42 ans, en tuant une petite fille de 9 ans qu'il avait tenté de violer sans y parvenir. Alors, au début, Chikatilo est suspecté, on pense que c'est lui qui a tué cette petite fille, sauf que, on comprend pas trop, mais un autre homme va dire non, c'est moi, et il sera mis à mort pour ça. L'autre homme. En tout cas, pour beaucoup d'experts, ce premier meurtre a permis à Chikatilo d'atteindre une sorte d'orgasme, non pas sexuel du coup, mais à travers les coups de couteau. Et il faudra alors attendre quelques années avant que Chikatilo commette son deuxième meurtre sur une jeune fille de 17 ans. Et ça, c'est ce qui a marqué, en quelque sorte, le début de sa folie meurtrière. Car là, il tuera plusieurs enfants entre 9 et 18 ans en quelques mois. Et là, histoire que ce soit plus glauque, Chikatilo avait aussi pris l'habitude de retirer les yeux de ses victimes, mais également de mutiler les organes sexuels. Certains meurtres sont très violents, comme celui d'une jeune fille de 10 ans, que Chikatilo va poignarder plus de 50 fois avant de lui taillader la poitrine, le ventre et l'utérus. De notre côté, vu la nature des meurtres, il était impossible de penser qu'une seule et même personne soit derrière ça. C'était à coup sûr un groupe de plusieurs individus qui prélevaient des organes pour les revendre. On ne pensait pas être aussi loin du compte. Chikatilo, lui, il continue ses massacres avec le même rituel, avec les mêmes débordements de violence inouïs, mais avant d'être finalement arrêté alors qu'il a 48 ans. Mais, curieusement, il ne sera pas arrêté pour ces meurtres. Et même si là, les policiers pensent qu'il est peut-être relié à certains, eh bien, les analyses de sang et de sperme ne vont pas concorder. Et là, il ne fera que quelques mois de prison pour une affaire de vol. Et quand il va sortir, il va continuer de tuer, toujours de la même façon, toujours en mutilant ses victimes. Mais il attire de plus en plus l'attention en étant assez souvent vu à proximité des endroits où ses victimes ont disparu. Là, les gens commencent à trouver ça étrange. Et il va enfin être placé sous surveillance et après de nouvelles analyses sanguines, la police va comprendre qu'il est à côté de la plaque depuis le début. Et que, effectivement, Chikatilo est responsable de tout ça. Là, il va être arrêté, mais il va nier les meurtres, même s'il avoue quand même avoir abusé de certains enfants. Sauf qu'après quelques jours d'interrogatoire, assez musclé, c'est quand même l'URSS à l'époque, il finit par avouer qu'il est bien coupable de tous ces meurtres, en donnant d'ailleurs beaucoup de détails sur certains. Il a vraiment changé son fusil d'épaule, quoi. Là, il sera finalement jugé et accusé de 53 meurtres et de plusieurs agressions sexuelles, même si le compteur réel est plus élevé. Et là, finalement, Chikatilo sera condamné à mort et exécuté à l'âge de 57 ans. Ex-URSS, ça va beaucoup plus vite. Luis Garavito. Alors là, pour terminer sur les abysses, laissez-moi vous parler de l'un des pires tueurs en série d'Amérique du Sud, un certain Luis Garavito. Et comme beaucoup de tueurs qu'on a déjà vus dans cette vidéo, eh bien, il va y aller crescendo. En fait, lui, très jeune, il va être exposé à la pornographie, ce qui, pour beaucoup d'experts, a été un point de bascule. Et alors que, il n'a que 16 ans, il est accusé de tentative de sodomisation sur un garçon de 5 ans. Faut vous dire, mais dans les années 80, Garavito, il a la vingtaine et il enchaîne les agressions sexuelles et d'autres tortures. D'ailleurs, certains avancent le chiffre de plus de 200 enfants abusés entre 6 à 16 ans. Mais il faudra attendre le début des années 90, alors que Garavito a 35 ans pour qu'il commette son premier meurtre. Là, ce sera le premier d'une très très longue série. D'ailleurs, concernant son mode opératoire, puisque vous vous posez la question, accrochez-vous parce qu'on va rentrer un peu dans du glauque, très glauque. Lui, c'est très simple, il gagne la confiance des enfants, il les emmène alors à l'abri des regards, et là, il les attache et il les torture alors pendant de très longues heures. Il va être imaginatif, il va utiliser des tournevis, des lames ou d'autres objets, en leur infligeant des blessures un peu partout sur le corps, surtout d'ailleurs sur le dos, au niveau de la gorge ou du ventre. Mais il va aussi brûler certaines de ses victimes. En fait, Garavito avait pour habitude de couper les organes génitaux des enfants, encore vivants, avant de les placer dans leur bouche. Et le point d'orgue de son rituel sera de décapiter ses victimes ou de les égorger. Ajoutez à ça des sévices sexuels dont je ne vous partagerai pas des détails, mais vous avez l'un des monstres les plus horribles qu'ait connu la Colombie. En fait, des dizaines d'enfants disparaissent dans le pays pendant une dizaine d'années. Et d'ailleurs, certains corps sont retrouvés et d'autres pas. Il faudra attendre l'année 1999 pour qu'on arrive à coffrer Garavito pour de bon, alors qu'il a 42 ans. Il a tenté d'agresser sexuellement un enfant de 12 ans, et suite à ça, on a fait des prélèvements d'ADN dans le doute. Rapidement, on comprend qu'on n'a pas affaire à un crime isolé, très loin de là. On vient en réalité de mettre la main sur celui qui est derrière les meurtres qui terrorisent le pays depuis des années.
D'ailleurs, il va finir par avouer et il va dire qu'il en avait 140 au compteur. Même s'il est possible que peut-être qu'à un moment, le body count avait commencé un peu à flancher parce que en vrai, les recherches montraient qu'il y aurait près de 300 meurtres qui pourraient lui être imputés. Bon, là, Garavito va être condamné alors à 835 ans de prison, mais la peine maximale en Colombie est de 40 ans. Néanmoins, vous inquiétez pas, il ne sortira jamais de prison vu qu'il va mourir en 2023 alors qu'il aura 66 ans suite à des problèmes de santé. Eh bien écoutez, je vous propose désormais de descendre dans notre tout dernier palier et d'aborder peut-être que l'humanité a pondu de pire. Parce que là, nous allons parler de tueurs en série qui ont massacré des centaines d'enfants avec des façons de faire qui atteignent le paroxysme de l'horreur. Gilles de Rais. Pour commencer nos ténèbres, repartons en France parce que j'ai peut-être un peu joué sur les mots tout à l'heure quand je vous ai dit que Vacher, Joseph Vacher, c'était le premier tueur en série français. En réalité, on peut remonter très loin dans le temps, dans les années 1400, pour parler d'un certain Gilles de Rais. En fait, le jeune de Rais, il va rapidement devenir orphelin, mais il va pas se laisser abattre. Il va se jeter corps et âme dans les guerres de l'époque et il devient rapidement un soldat émérite, le menant entre autres au grade de maréchal de France. Pas mal quoi. Et d'ailleurs, il va même combattre aux côtés de Jeanne d'Arc à Orléans. C'est vraiment d'époque. Bref, on n'est pas là pour rigoler, vous l'avez bien vite compris, parce que évidemment, ce n'est pas le soldat irréprochable qu'on peut imaginer. Et alors que le temps passe, eh bien de Rais est fasciné par les choses occultes, par la magie noire et des trucs du genre. Il va alors basculer dans l'horreur en s'en prenant à des enfants et comme il a du pouvoir, il peut demander à ses soldats de capturer les gamins pour lui. D'ailleurs, ses cibles sont dans la majorité des cas des enfants prépubères qui sont âgés de 5-6 ans pour les plus jeunes. Et là, ce qui les attend, ce sont des sévices sexuels dont je vous passerai les détails. Mais en tout cas, de Rais, ça donne à des actes de torture, parfois avant d'abuser d'eux, parfois pendant. Il va en étrangler un nombre incalculable, parfois en les tenant fermement de sa main, les faisant décoller du sol, parfois avec des cordes. Sauf qu'au moment de toutes ces tortures, parfois, il change complètement d'état d'esprit, il se met alors à les enlacer, alors que la seconde d'avant, il les étranglait, et là, il les rassure en leur disant que ça va aller, tout va bien se passer, puis il revient en mode barbare, et là, il les tue. Démembrement, décapitation sont au programme. Je prenais plus de plaisir au meurtre des enfants, à voir séparer leurs têtes et leurs membres, à les voir languir et à voir leur sang qu'à les connaître charnellement. Heureusement, et avec le temps, toutes ces disparitions vont quand même alerter les autorités et de Rais finira par être arrêté. Alors, si dans un premier temps, il nie les faits, eh bien il va tout avouer quelques semaines plus tard. Et là, de très nombreux ossements seront alors retrouvés dans ces différents manoirs et châteaux, puisque voilà, c'était l'époque. J'ai commencé à avoir cette idée diabolique en parcourant la bibliothèque du sire de Suse. Un des ouvrages était orné de gravures fort bien peintes, montrant les coutumes de ces princes païens. Je lus dans ce beau livre d'histoire que Tibère, Caligula et autres Césars jouaient avec des enfants et prenaient un plaisir singulier à les martyriser. Là-dessus, je décidai d'imiter les 10 empereurs et le même soir, je commençais à le faire en suivant les images reproduites dans le livre. Alors, son nombre de victimes est quasiment impossible à connaître avec certitude et si la plupart des informations avancent quand même le chiffre de 150, d'autres pensent qu'il aurait pu ôter la vie à près de 800 gamins. Mais bon, il va être condamné à mort par le bûcher, c'est l'époque, mais on dit qu'il a d'abord été pendu avant d'être dévoré par les flammes. En fait, on lui aurait fait cette faveur de le pendre avant de le brûler parce que la pendaison est beaucoup moins douloureuse que la mort par les flammes. Et tout ça parce que, il avait grandement aidé la France à l'époque. Mais en tout cas, Gilles de Rais restera le vrai premier tueur en série officiel de la France. Alors, il y a eu sans doute plein d'autres tueurs avant, sauf qu'il n'y a plus trop de documents qui en attestent. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai fait une très longue vidéo sur ma chaîne Poisson Fécond et ça remonte à très longtemps maintenant, avec beaucoup plus de détails sordides. Pedro Alonso López. On retourne à présent en Amérique du Sud pour parler de celui qu'on surnomme le monstre des Andes. Alors, une fois n'est pas coutume, Pedro Alonso López a connu une enfance catastrophique. Il grandit au milieu de 13 frères et sœurs, sans père, sa mère est prostituée, elle est pas spécialement là. D'ailleurs, rapidement, elle va le dégager de la maison. Il va alors à plusieurs reprises se faire agresser sexuellement et il fera d'ailleurs un premier séjour en prison pour vol de voiture. Mais sa peine de prison sera augmentée car il a tué plusieurs autres détenus qui ont abusé de lui derrière les barreaux. Et donc il passera toute sa vingtaine en tôle. Et c'est à sa sortie de prison que les choses vont vraiment dégénérer. Là, il va alors parcourir la Colombie, l'Équateur ou même le Pérou. Et énormément d'enfants vont alors disparaître dans cette période, que ce soit dans les rues ou même avec des gamins qui appartiennent à des tribus indigènes. Mais López sera même capturé par une tribu avant d'être libéré par un Américain si on se fie au dire. Il va donc continuer de tuer et finalement ce sera la nature, on va dire, qui va le rattraper. Parce que dans les années 80, il y a de fortes pluies qui frappent l'Équateur, ce qui mène à des inondations énormes et ces inondations font remonter des restes humains.
Là, une enquête va être réouverte et sans rentrer dans les détails, Lopez va finir par se faire choper alors qu'il essaye d'enlever une nouvelle victime. Bon, si dans un premier temps, comme beaucoup d'autres tueurs, il va pas vouloir coopérer, il va nier, eh bien, à un moment, c'est bon, il passe à table. Et là, il avouera avoir assassiné, je cite, plus de 200 personnes en Équateur, quelques dizaines au Pérou et beaucoup en Colombie. Il va décrire alors son mode opératoire sans pression. J'emmenais mes victimes dans une cachette secrète où des tombes préparées attendaient. Parfois, les corps de victimes antérieures s'y trouvaient. Je les câlinais, les au lever du soleil. Dès que la lumière apparaissait, j'étais excité. Je forçais les victimes à faire l'amour et je mettais mes mains autour de leur gorge, puis je les étranglais. Et là, pour ce qui est de la raison de ces meurtres, c'est très flou, mais Lopez explique qu'il avait perdu son innocence bien trop tôt. Et donc, qu'il avait décidé de faire la même chose au plus grand nombre possible de personnes. Est-ce qu'il va être condamné à mort, ou même à perpétuité suite à ça? Eh ben, pas du tout. Il sera simplement condamné à 16 ans de prison, qui est la peine maximale prévue en Équateur à l'époque. Pas énorme. Bref, il va purger sa peine, il sera même libéré 2 ans plus tôt, alors qu'il a 46 ans. Parce que, bon, apparemment, ça s'est bien passé. Voilà. Bon séjour en tôle. Bon là, les autorités n'ont pas envie de le voir se balader du coup à l'air libre, donc elles vont le dégager du pays et le renvoyer en Colombie. Là, les Colombiens, ils se disent hop hop hop, on veut pas de lui, donc ils le prennent et ils le mettent dans un hôpital psychiatrique, parce que là, ils ne peuvent pas l'inculper pour les meurtres. Sauf que dans cet hôpital-là, il va y passer que 4 ans avant de se retrouver en liberté, et il se trouve que notre histoire s'arrête ici. Parce que oui, ça fait maintenant 25 ans que Lopez n'a plus donné le moindre signe de vie et qu'il a complètement disparu. Alors entre-temps, la Colombie et Interpol ont émis des mandats d'arrêt contre lui, car depuis qu'il est sorti de l'hôpital psychiatrique, il y a eu plein d'autres meurtres qui présentaient quand même pas mal de similitudes sur sa façon de faire, le fait d'étrangler, etc. Mais est-ce que tous ces nouveaux meurtres étaient associés à lui? Est-ce qu'il tue encore aujourd'hui, sachant que s'il est encore en vie, il aurait 75 ans? Est-ce qu'il est décédé? On ne sait pas où. Ce sont des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. D'ailleurs, et comme pour Gilles de Rais, j'avais consacré une vidéo sur lui sur ma chaîne Poisson Fécond il y a quelques années maintenant, qui se trouve juste ici. Voilà. Albert Fish. Vous avez peut-être déjà entendu le nom de l'avant-dernier tueur dont je vais vous parler, et c'est celui d'Albert Fish. D'ailleurs, comme pour De Rais et Lopez, une fois n'est pas coutume, j'en ai fait une vidéo sur Poisson Fécond. Voilà, je vous la mets, elle est juste ici, si vous voulez plus de détails. Voilà, c'est cadeau, on n'en parle plus. Bref, concernant Albert Fish, on remonte à la fin des années 1870, où, notre jeune Albert connaît une enfance catastrophique. Son père va mourir alors qu'il n'a que 5 ans, et sa mère va l'envoyer dans un orphelinat où il va être battu, mais où il va surtout commencer à avoir de l'attrait pour le sadomasochisme. Là, quand il quitte son orphelinat, il continue d'explorer diverses choses. Notamment, il va commencer à avoir une fascination pour le cannibalisme. Quelques années passent, il devient ado, et là il s'adonne à l'ondinisme et à la coprophilie. En gros, en simplifié, à l'urine et aux excréments, sexuellement parlant. Mais ça, ce n'est que le début d'une longue liste. Il va aussi prendre goût à l'autoflagellation, en s'insérant par exemple des aiguilles dans le corps, pour qu'elles y restent. D'ailleurs, il va aussi, après une relation avec un homme, commencer à disséquer son pénis, sauf que il va arrêter en cours de route puisque il avait un peu de la peine pour lui, quoi. Bon, en tout cas, en parallèle, Fish se passionne aussi pour les jeunes enfants. Mais il faudra attendre jusqu'à ses 58 ans pour qu'il bascule pour de bon dans l'horreur en enlevant la jeune Grace Budd, qu'il va finir d'ailleurs par tuer avant d'envoyer une lettre à ses parents. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pied, mordait et greffait, je l'ai étranglée, puis découpée en petits morceaux, afin que je puisse emmener la viande dans mes chambres. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres, après avoir été rôties. Ça m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Car, en plus de toutes ces autres déviances, faut savoir que Fish s'adonne quand même pas mal au cannibalisme. Là, c'est plus une envie, Il va alors envoyer plusieurs lettres, plus horribles les unes que les autres, que ce soit à sa propre petite fille, ou même aux familles des enfants qu'il enlève. Comme celle envoyée à la famille d'une autre victime du nom de Billy Gaffney. Je l'ai fouetté jusqu'à ce que le sang coule sur ses jambes. J'ai coupé les oreilles et le nez, agrandi la bouche d'une oreille à l'autre, sorti les yeux des orbites et enfoncé le couteau dans le ventre. Y ai placé ma bouche pour boire le sang. Puis je l'ai démembré et j'ai coupé le tronc au-dessus du nombril et les jambes environ à 5 cm en dessous de son derrière. Et c'est d'ailleurs grâce à cette lettre que Fish finira par être arrêté, avant d'ailleurs que la police découvre qu'il était très loin d'avoir commis un seul meurtre. En fait, si Albert a été interrogé dans plusieurs affaires de disparition, il n'avait jamais été soupçonné car, je cite la police, il avait l'air tellement inoffensif. Les pires meurtriers sont souvent les meilleurs voisins, quoi. En tout cas, lors du procès, 2 camps vont se battre. D'un côté, il va y avoir un camp qui le déclare comme irresponsable pour troubles mentaux, pour pas qu'il soit condamné à mort, et un autre camp qui avance qu'il était parfaitement conscient de ses actes. Et bon, finalement, Albert Fish sera exécuté sur la chaise électrique le 16 janvier 1936 alors qu'il est âgé de 65 ans.
Là, de nombreuses légendes urbaines ont par la suite entouré sa mise à mort, comme le fait qu'il aurait aidé ses bourreaux à bien placer les électrodes, ou encore le fait que la chaise électrique est disjonctée à plusieurs reprises à cause des aiguilles que Fish avait partout dans son corps. Et pour ce qui est du nombre de victimes, là il est impossible de savoir exactement, et si on est sûr qu'il est l'auteur de 3 assassinats, on le suspecte d'en avoir commis 10-15. Mais si on l'interroge lui, il déclare en avoir tué plus de 100. Et si on interroge son psychiatre de l'époque, il avance que Fish aurait pu tuer près de 400 jeunes enfants. Javed Iqbal. Pour terminer nos ténèbres, et cette vidéo était bien longue, on file au Pakistan pour parler de Javed Iqbal. En fait, Iqbal naît en 1961 à Lahore, au milieu d'une famille de 8 enfants. Là, vous dites, ok, c'est une famille dans laquelle il va connaître la violence, comme la majorité des tueurs qu'on a vus dans la vidéo. Pas du tout. En fait, il a eu une enfance très tranquille, il a reçu d'ailleurs une bonne éducation, il n'a pas fréquenté d'orphelinat, ni même de centre de redressement, ou quoi que ce soit du style. Non. À l'âge adulte, il se lancera dans le commerce de l'acier, c'est pas très clair honnêtement, et il vivra dans une maison payé par son père. Bref, rien à signaler quoi. Une existence tout à fait normale pour un Pakistanais. Jusqu'au début des années 90 où Iqbal, qui a alors la trentaine, va être accusé, mais à tort, d'une agression sexuelle envers un jeune enfant. Et là, cette arrestation, elle va le faire basculer dans la vengeance. Car selon ses propres mots, ça a causé une peine immense à sa mère. Et là, en fait, la logique d'Iqbal à ce moment-là, c'est de faire vivre la même chose à d'autres mères pour qu'elles endurent la même douleur et qu'elles connaissent en fait la même détresse que sa mère à lui. Logique un peu bizarre. Bon, voilà. Nous sommes alors en 1998 et Iqbal a 37 ans. Et là, alors, il commence à enlever des jeunes fugueurs et des jeunes orphelins qui peuplent alors sa ville, Lahore. À partir de là, une fois qu'il les a enlevés, il abuse de sexuellement et il les tue. Mais le plus glaçant reste évidemment à venir car en fait Iqbal va ensuite dissoudre les corps dans d'énormes cuves d'acide. À partir de là, est-ce que ça va éveiller les soupçons ? Pas du tout. Encore une fois, il ne fait rien comme les autres car il va envoyer une lettre où il avoue tout ce qu'il a fait et dans la foulée se rendre à la police. J'ai compté jusqu'à 100 enfants. Je me souviens de ce beau garçon bhoutanais de 16 ans. Il venait de Peshawar. Avec la grâce de Dieu, ma mission est terminée. Des larmes coulent sur mes joues. Je veillerai à ce que ma mission et mon message atteignent le monde entier. Et là, si vous pensez que 16 ans pour une victime, c'est jeune, dites-vous que c'est la victime la plus vieille que Iqbal a capturée parce que, en fait, elles avaient toutes entre 6 à 16 ans. Là, comme il s'est rendu, la police va alors perquisitionner son domicile et ils vont trouver des traces de sang partout dans la baraque, que ce soit sur les murs, le sol, partout. Les autorités vont également trouver un nombre incalculable de photos des victimes avec énormément de notes manuscrites. Mais elles vont aussi mettre la main sur une énorme chaîne qui servait visiblement à étrangler les jeunes enfants. Et bien évidemment, elles trouveront aussi 2 grosses cuves d'acide avec des restes d'humains qui n'avaient pas encore été complètement dissous. Mais est-ce qu'il a vraiment commis ces 100 crimes comme il le dit ? Est-ce qu'on doit se baser juste sur ses aveux ? Est-ce qu'il aurait pas un peu gonfler les chiffres pour on ne sait quelle raison. Alors, il n'y a pas de raison forcément qu'il ait menti là-dessus, sachant qu'il s'est déjà rendu à la police. Mais bon, en tout cas, il va être condamné par la justice à l'équivalent de 100 peines de mort. Et là, vous dites, ok, très bien, on va le tuer, peine de mort, ok, comment ils vont procéder ? L'idée était, par plein de gens, qu'il soit étranglé par la propre chaîne qu'il a utilisée pour tuer ses victimes, qu'il soit découpé en 100 morceaux, comme son nombre de victimes, et qu'il soit dissous dans l'acide, comme ses victimes. C'était ce qu'on voulait. Mais évidemment, ça n'a pas eu lieu pour des raisons de droits de l'homme, auquel le Pakistan est confronté également. Du coup, il n'est pas mis à mort et il est juste enfermé. Et le temps passe et en 2001, alors qu'il a 40 ans et qu'il est en prison, Iqbal et un de ses complices vont être retrouvés morts, pendus avec leurs bras. Et ça va clôturer alors pour de bon l'histoire du pire tueur en série de l'histoire du Pakistan. Et bien voilà pour ce nouvel iceberg, j'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé, que vous avez pu découvrir certaines choses. Vous remarquerez que c'est vrai que c'est beaucoup d'hommes qui sont responsables de tout ça. Alors, je précise, en vrai, il y a eu que des hommes du coup dans tous les tueurs en série qu'on a vus. Il existe des femmes aussi par-ci par-là, dans l'absolu, mais c'est quand même plus rare. Dites-moi si vous avez des théories sur le sujet de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle et prochaine vidéo aussi. Merci d'être toujours plus nombreux aussi, je dis pas assez souvent. Donc voilà, c'est chose faite. Et du coup voilà, moi je vous dis à très bientôt. Bonne nuit à vous, bye bye. Et bye. Et surtout, bye. Voilà, c'était un bye.